Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue au Mardi de la Mémoire. J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Agnès Valk. Bonjour Agnès Valk. Bonjour Anne. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Les auditeurs de Radio Courtoisie, pour certains vous connaissent, d'autres peut-être feront un lien avec vos anciens ouvrages. Vous êtes historienne, vous êtes inspecteur, quel est le titre exact Inspectrice générale. Inspectrice générale, voilà. C'est dire que vous avez, ce qui est parfois rare, je trouve, chez nos historiens, hein, un pied vraiment dans la maison, on va dire, de l'éducation nationale, et puis une main, voire deux, dans l'écriture et dans la rédaction d'ouvrages. Je souligne que j'ai été professeure d'université pendant de longues années. Ouais. Et voilà. Et puis j'ai été professeure aussi en collège, en lycée. Enfin, voilà, j'ai fait tout le parcours. Et vous êtes maman aussi d'un élève. Voilà, oui. Ça n'est pas rien dans la connaissance Non, du sujet. c'est vrai. Alors, vous venez aujourd'hui avec une biographie passionnante consacrée à Angélique Arnauld, dissidente et janséniste, aux éditions Talendier, que nous remercions pour la richesse de leur programme, qui est toujours extrêmement alléchant. Vous aviez publié un livre merveilleux sur le duel entre Madame de Maintenon et Madame de Montespan, qui reste évidemment un livre très important. Mais là, vous nous plongez dans un univers qui est un univers qui précède un peu et qui parcourt le grand siècle, puisque je donne tout de suite les dates du personnage, 1591-1661. Et donc, vous nous emmenez dans les arcanes d'un monde que vous décrivez tout de suite dans votre avant-propos comme étant un monde qui ne parle plus beaucoup à nos contemporains. Et pourtant, vous soulignez tout de même la prégnance dans le monde intellectuel, voire artistique de Port-Royal, puisque Angélique Arnauld et évidemment le jansénisme sont liés à Port-Royal. Et donc, si vous le voulez bien, Agnès Valk, on va essayer d'être très didactique pour nos auditeurs, pour leur remettre ce monde qui est, il est vrai, un monde très très éloigné du nôtre. Oui, alors c'est justement la difficulté en fait de ce travail que j'ai fait et de ces recherches, c'est que c'est un monde qui ne parle plus beaucoup à nos contemporains, hein. Même d'ailleurs des personnes extrêmement cultivées, par exemple, ignorent jusqu'au fait que l'un des acteurs du jansénisme, qui est Saint-Cyran, a été emprisonné à la fin de sa vie, par exemple. Enfin voilà, donc ce sont des détails qui sont complètement oubliés. Et c'est assez dommage parce que, au moins jusqu'au 19e siècle, le jansénisme, on va peut-être définir ce que c'est ensuite, a vraiment imprégné les mentalités. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une couche de population, plutôt de la bourgeoisie, qui était réellement janséniste. Alors au 18e siècle, on avait la noblesse de robe, qui a été très janséniste. Il y avait un peu deux types de noblesse de robe. La noblesse de robe, un petit peu libertine, olé olé, et puis celle qui est restée très attachée à la contre-réforme, mais dans sa version janséniste. Ça, c'est extrêmement important. Et puis au 19e siècle, on a cette continuité du jansénisme, alors dans une espèce de rigorisme de la bourgeoisie, dans les campagnes aussi, beaucoup de jansénistes. Donc une version morale qui a véritablement donné un petit peu sa mentalité à une espèce de France qui est complètement finie maintenant. Alors, j'avais pris une phrase dans votre avant-propos, je crois, qui résume votre ouvrage, Attitude indépendante d'une jeune femme qui réforme au début du XVIIe siècle le couvent de Port-Royal, dans lequel elle est rentrée contre son gré. Voilà, le Oui, résumé peut-être de cette Angélique Arnauld, dissidente et janséniste. Nous allons évidemment revenir sur ce personnage, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont frappée vraiment dans votre livre. Je voudrais en citer deux. Le premier, c'est combien il y avait de choses, comme vous l'avez dit, excessivement importantes, capitales même, jusque peut-être au 19e, peut-être au début du 20e siècle, peut-être jusqu'à la moitié du 20e siècle,
des livres que tout le monde avait lus, des personnages que tout le monde connaissait, des lieux qui évoquaient immédiatement quelque chose à tout le monde. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Vous dites Augustinus, vous dites traité de la vie dévote, vous dites François de Sales, vous dites Port-Royal des Champs, vous dites Janssen. Personne ne sait ce que c'est. Ça, c'est vraiment la première chose qui m'a vraiment sidérée en lisant votre ouvrage. Oui, en 50 ans, tout s'est dilué et la mémoire s'est perdue de manière extrêmement rapide, alors qu'effectivement, tout le monde savait qui était Janssen, Jansénius, ce qu'était Port-Royal. Alors Port-Royal, maintenant, ça n'est plus qu'un boulevard à Paris, mais ça a été une très grande abbaye parisienne, ça a été une très grande abbaye aux Champs, dans la vallée de Chevreuse, qui a drainé beaucoup de visiteurs avant qu'elle ait été détruite sur ordre de Louis XIV. Mais il en reste encore des choses. Et puis les noms qu'on évoque, Angélique Arnauld, c'était quand même quelqu'un qui évoquait des choses. Monterland en parle dans sa pièce. Donc c'est vraiment des personnages. Et alors, François de Sales n'est pas janséniste, mais ça a été un ami proche d'Angélique Arnauld. Et toutes ces personnes et tous ces personnages eh bien, n'évoquent plus rien. C'est quelque chose qui, depuis une cinquantaine d'années, est tombé complètement dans l'oubli. Complètement. Alors, deuxième point qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est en regardant les dates d'Angélique Arnauld, 1591-1661, qui sont d'ailleurs des dates assez voisines de celles de Jacqueline Pascal, hein, la sœur de Pascal, qui sera liée à Port-Royal. Et c'est qu'en fait, on est dans un monde décalé de presque 50 ans, de ce qui paraît être la période de Port-Royal et qui est liée à sa démolition en 1713. Et en fait, c'est un peu comme s'il y avait toute une vie, je dirais pas essentielle, mais presque, de Port-Royal, 50 ans avant, ce qui reste dans la mémoire de ceux qui ont la mémoire de Port-Royal, à savoir sa démolition en 1713. Oui, alors mais c'est toute la découverte que j'ai fait en travaillant hein, sur ce personnage d'Angélique Arnauld, c'est que je me suis rendu compte que le jansénisme, d'ailleurs c'est ce que les contemporains disaient, hein, n'existe pas et qu'il n'est que mémoire. C'est un effet mémoire et il est apparu pratiquement avec la mort d'Angélique Arnauld. Donc en fait, le jansénisme apparaît presque au moment où ceux alors l'inventent, on pourra revenir sur ce que c'est exactement, mais l'inventent ou en tout cas le propagent, etc., ces personnes ne sont plus là. C'est un peu des Monsieur Jourdain. Ils font du jansénisme sans s'en rendre compte. Exactement, mais oui, c'est exactement ça. Donc, ce qui est d'ailleurs frappant dans cette biographie, c'est que pratiquement la plupart, enfin la partie, enfin le nombre d'années vécues par Angélique Arnauld où elle n'est pas janséniste est beaucoup plus importante que le nombre d'années où on peut la qualifier de janséniste. C'est très, très troublant parce que elle devient janséniste bon, au moment où elle rencontre l'abbé de Saint-Cyran, qui est Jean du Verger de Oran, abbé de Saint-Cyran, qui est un ami de Jansénius, de Janssen, hein, qui était un prêtre, enfin évêque même, d'Ypres aux Pays-Bas, et qui va se nourrir de la théologie de Jansénius pour la retravailler et produire lui-même une théologie qui est très s'attachée à Saint-Augustin. Mais Angélique Arnauld ne rencontre Jansénius que pratiquement à la fin de la vie de Jansénius, c'est-à-dire presque au milieu du XVIIe siècle. Donc le combat d'Angélique Arnauld pour être indépendante, pour être dissidente de tout, on pourra le dire, parce qu'elle essaie d'être un petit peu à côté de sa famille, elle essaie d'être enfin, indépendante de sa famille, elle essaie d'être indépendante des règles religieuses de l'époque, elle essaie d'être indépendante d'un petit peu tout. Et
mais elle ne devient janséniste que sur le tard, on va dire, Mmh. et sans le revendiquer. Hein, sans le revendiquer, parce que ça n'existe pas tellement, et ça n'existe finalement que dans les yeux des opposants, qui sont les jésuites. Bon, ça, je pense qu'on Bien y sûr. reviendra. Et donc ça, ça a été quand même vraiment une vraie découverte. Hein. C'est qu'il y a une reconstitution mémorielle importante de ce que peut être le jansénisme dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Et ça prend de telles proportions que finalement, Louis XIV décide la destruction de Port-Royal des Champs, où il y a des religieuses qui sont très très opposées à rentrer dans le rang, et notamment opposées à la signature du fameux formulaire. Alors c'est aussi, on pourra en reparler, quelque chose d'un petit peu compliqué. Ce fameux formulaire, c'est refuser de penser qu'il y a des, des- des pensées hérétiques dans l'ouvrage l'Augustinus de Janssen. Hein, voilà. Qui est un Alors, livre qu'on trouve toujours? non, 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 on ne le trouve plus. on le Non, trouve non, en tout cas on en, ne le trouve en plus. lecture sur Internet Voilà, exactement. via, c'est pas Gallica qui le propose, mais je ne sais plus, c'est Voilà, peut-être Percé voilà. qui propose la lecture de l'Augustinus. Voilà, oui, exactement. Mais je vous rassure tout de suite, hein, les religieuses l'ont pas lu, hein, l'Augustinus. Donc, elles ont refusé de signer quelque chose sur la bonne foi de de leur supérieur, qui leur disait qu'elles étaient injustement persécutées. Euh, et donc voilà, donc tout ça, c'est des quiproquos en réalité, hein, des vrais quiproquos, et un petit peu favorisés par une certaine haine des jésuites, parce qu'il y a eu un moment donné, les personnes qui étaient autour de Saint-Cyran et les jésuites se sont opposées, notamment pour la, la, comment, le fait qu'ils étaient proches du roi. C'était Louis XIII à ce moment-là, hein, et il fallait arriver à prendre la direction morale du souverain pour aller dans le sens euh, de l'un ou de l'autre. Et puis finalement, c'est les jésuites qui l'ont emporté. Mm. Alors, je rappelle que j'ai le plaisir au mardi de la mémoire de recevoir Agnès Valk, historienne, inspectrice générale de l'éducation nationale, qui publie chez Talandier une biographie passionnante d'Angélique Arnaud, dissidente et janséniste. Et ce qui, en revanche, m'a aussi beaucoup frappé dans votre ouvrage et qui, là, pourrait peut-être être ce qui caractérise l'ensemble des personnes que vous évoquez dans votre livre, Agnès Valk, c'est, et là aussi qui nous éloigne profondément de notre période actuelle, c'est le souci permanent qu'ont ces gens du salut de leur âme. Ah oui, oui, oui. Mais on est vraiment à une époque charnière. Hein, Angélique Arnaud naît à la fin du 16e. XVIe siècle. Et enfin, pratiquement, les guerres de religion viennent de s'achever. Hein. Et ces guerres de religion ont fait émerger une nouvelle catégorie sociale qui est la noblesse de robe, à laquelle elle appartient, hein, qui ne sont pas des... Alors, sont pas des parvenus, hein, c'est des gens qui accompagnent l'État depuis le début du XVIe siècle, hein, en étant des officiers de justice, des officiers, on va dire, de police, enfin voilà. Et ils accompagnent vraiment l'État. Le grand-père d'Angélique a soutenu Henri IV et devant le Parlement, par exemple, et les droits de la couronne. Donc là, on a une famille qui est proche des Bourbons et qui va accompagner l'ascension finalement des Bourbons, parce qu'on peut dire que quand Henri IV arrive sur le trône, il n'est pas, c'est pas un trône très assuré. Hein, voilà, donc il faut l'accompagner pour que toutes les forces vives du pays masse derrière lui et pour accompagner cette volonté de transformation du pays, parce que Henri IV veut transformer le pays, Louis XIII aussi et Louis XIV aussi. Hein. Donc on a là des gens qui accompagnent le pouvoir royal et notamment les Bourbons. Et ces personnes eh bien, ont été assez dynamiques pendant les guerres de religion. Et elles étaient dans les deux camps. D'ailleurs, dans la famille d'Angélique Arnaud, on avait aussi bien des protestants que des catholiques. Mais à un moment donné, ils ont été obligés de choisir parce que le souverain, finalement, devait être catholique.
notamment parce que le roi français est sacré, donc ça pose trop de problèmes s'il est protestant. Enfin, voilà, surtout qu'en plus les protestants en France, c'est plutôt, il y a pas mal de calvinistes, donc là vraiment, c'est pas comme les protestants anglais où le roi peut être sacré et bon, c'est quand même très différent. Donc le roi devant rester catholique, bah, Henri IV se convertit et donc toutes ces familles, parce que Angers Carnot, c'est une famille parmi d'autres, eh bien, euh, sont catholiques et finalement vont devenir quasiment ultra-catholiques. Et c'est le moment de ce qu'on a appelé la contre-réforme. Et là, je veux quand même saluer la mémoire de Pierre Chaunu, hein, qui est à l'origine de l'émission et qui a énormément travaillé sur la contre-réforme et sur le jansénisme d'ailleurs aussi. Et voilà, donc c'est des gens qui sont mus par cette obsession du salut. C'est-à-dire qu'on est sur Terre que avec cet objectif qui est qu'il y a quelque chose au-dessus de nous et que voilà, on va essayer de vivre de manière à ce que le au-dessus de nous advienne une fois qu'on est mort. Oui, avec Voilà. en plus une impression qui est que l'on aura à rendre des comptes de la façon avec laquelle on a préparé ce salut pour soi et pour ceux qui nous entourent. Oui. Et on sent que on a le souci de son âme, mais on a le souci des âmes des autres. Ah oui, oui, oui. On est. C'est des personnes qui croient fondamentalement que être damné, c'est la chose la plus épouvantable qui soit. Et bah, quand on se met dans leur mentalité, bah, on comprend que c'est la chose qui est la plus épouvantable qui soit. Et donc, il faut être sauvé. Et pour être sauvé, il faut faire des bonnes actions sur Terre. Et les bonnes actions, c'est être charitable, encourager ceux qui sont autour de soi dans cette même voie. Et c'est parfois prendre des chemins qui sont des chemins de pénitence assez extraordinaires. Et c'est ce qu'a choisi Angélique Arnaud. Je dis choisi parce que c'est pas non plus évident et c'est une option, c'est une petite fille qui a été forcée à entrer au couvent, hein, parce que ça se faisait à l'époque. Les couvents, enfin être religieuse, c'est s'assurer en fait une vie alors je vais dire relativement confortable, et notamment quand on est comme elle, assigné à devenir abbesse, eh bien c'est des transactions financières. Donc c'est le grand-père qui, fort de cette proximité avec Henri IV, etc., essaie d'avoir pour quelques-unes de ses petites filles, parce qu'il en a beaucoup, hein, les Arnaud c'est une famille de gens extrêmement prolifiques, hein. Il en a beaucoup, donc il faut les caser. On ne peut pas toutes les doter de manière considérable pour les marier. Donc, généralement, les aînés se marient. Je dis les aînés parce que c'est valable bien sûr pour les filles comme pour les garçons. Et puis, ceux qui viennent après, les puînés, les cadets, bon, bah, on les met dans les ordres. Mais c'est le cas de tout le monde, hein. C'est le cas de tous les grands personnages de l'époque et de tous les grands religieux de l'époque, hein. Ils ont été souvent placés en religion, non pas par vocation, mais parce que c'était comme ça. Ce Voilà. que Christine Orban avait appelé la soumission, puisqu'elle avait donné comme titre à Oui, son ouvrage Soumise, ce oui. qui m'avait profondément agacée. Oui, alors c'est pas une Euh, soumission, exactement. c'est pas une soumission. Alors c'est sûr que faire autrement, c'est être rebelle, mais en même temps, les gens n'avaient pas tellement l'idée de faire autrement. C'est-à-dire que c'est comme ça. Voilà. On est assigné à un destin en fonction du rang de naissance. C'est un moyen d'organiser le monde et puis de faire les choses. Voilà. Et puis, alors là, c'est un peu le défaut, si vous voulez, de ces familles qui sont des familles proches du pouvoir, qui sont des familles montantes. Il y a une vraie volonté d'ascension sociale, hein, pour ces gens. C'est un peu le défaut, c'est-à-dire que voilà, ils mettent des enfants comme Angélique Arnaud et comme sa sœur, la mère Agnès, hein, très très jeunes au couvent, avec comme horizon le fait de devenir abbesse le plus vite possible, quand dans le couvent où on les place, la mère abbesse mourra.
Voilà. C'est ce qui arrive à Angélique Arnauld très vite, hein, donc à 10 ans, elle est abbesse, ce qui est un âge un petit peu jeune parce que le Concile de Trente explique que c'est pas très bien et qu'il faut attendre quand même un âge raisonnable. Et donc il y a quelque chose que je raconte dans le livre, c'est que en fait, alors elle est obligée un peu de cacher son âge. Donc il y a un moment donné, Henri IV visite le couvent et son père lui dit il faut se monter sur des patins, c'est-à-dire des choses, des semelles compensées pour qu'elle soit un peu plus grande et qu'on n'ait pas l'impression qu'elle a juste 9 ans, mais qu'elle soit un petit peu plus grande que son âge. Donc le roi est un peu étonné parce que voilà. Et puis après, il y a un certain nombre de tractations avec Rome pour pouvoir obtenir des bulles. Donc elle a obtenu 2 fois des bulles d'installation dans son couvent parce que ils se sont aperçus qu'en fait les premières, elle avait triché sur son âge. Enfin elle. Ses parents et son grand-père avaient triché sur son âge, donc il a fallu essayer de retrouver un moyen. Bon, tout ça, ils y sont arrivés. Et en plus, alors ce qui est quand même très bizarre, c'est que la famille Arnauld, à ce moment-là, essaie de tout avoir gratis prodéo. Donc de payer le moins possible parce qu'ils ont beaucoup d'enfants à placer. Donc ils y arrivent. Et ils y arrivent parce que justement, aussi bien le grand-père que le père d'Angélique sont des avocats réputés qui défendent les droits des souverains. Et ils y arrivent à cause de ça. Ils ont une action assez favorable à la monarchie et aux droits des souverains. Donc voilà, donc ça c'est assez amusant. Mais alors, donc Angélique Arnauld se retrouve au couvent. Et puis, elle n'est pas très contente parce que c'est plutôt un garçon manqué, hein. C'est une fille assez dynamique elle s'ennuie en fait au couvent. Elle n'est pas du tout heureuse. Et puis, il y a un certain nombre d'étapes et elle change. Elle se dit, bah, puisque mes parents m'ont mis au couvent, bah, ils vont voir de quoi je suis capable. Et elle se fixe comme objectif de devenir la plus grande abbesse du monde, quasiment, ou en tout cas comme font souvent les jeunes, hein, qui sont pas idiots, qui ont été bien éduqués et qui veulent faire quelque chose de leur vie. Bah, elle veut régner sur le monde, hein, elle veut, voilà, et elle y arrive. Et elle y arrive au-delà de ses espérances, parce que elle devient une grande, grande abbesse. Elle a une grande réputation et elle réussit 2 exploits. Le premier exploit, c'est véritablement de faire venir toute sa famille dans son couvent. Donc, jusqu'à sa mère, qui devenue veuve, devient religieuse sous les ordres de sa fille. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui lui donne beaucoup de satisfaction. Et je dirais un second exploit qu'elle n'aime pas beaucoup, mais c'est on l'a pris, elle et quelques-unes de ses sœurs, d'aller réformer d'autres couvents qui, à l'époque, sont très relâchés parce qu'on n'est qu'au début de la réforme catholique. Et donc, la famille Arnauld devient à travers Angélique Arnauld, mais d'autres membres de sa famille aussi, réellement des fers de lance de la contre-réforme. Alors Agnès Valk, je vais vous poser des questions peut-être que les auditeurs se posent. Je rappelle d'abord le titre de votre biographie, Angélique Arnauld, dissidente et janséniste aux éditions Talendier. Et pour les auditeurs qui prendraient notre émission en cours de route, je leur relis ce petit résumé que j'ai tiré de l'avant-propos de l'ouvrage d'Agnès Valk. Attitude indépendante d'une jeune femme qui réforme au début du XVIIe siècle le couvent de Port-Royal, dans lequel elle est entrée contre son gré. Alors, les questions que je voudrais vous poser, Agnès Valk, sont liées évidemment à ce que vous venez de nous dire. Qu'est-ce que c'était dans cette fin du XVIe siècle et ce début du XVIIe siècle qu'un bon couvent? Qu'est-ce que l'on entendait et qu'être une bonne abbesse? Quel objectif se donnait une abbesse? Parce que dans votre livre, on voit des abbayes où les abbesses se donnent quand même pas des missions très exemplaires. Qu'est-ce que c'était qu'un bon couvent féminin et qu'une bonne abbesse à cette époque? Alors, le bon couvent ou le couvent réformé, hein, c'est un couvent où la clôture
est respectée. C'est-à-dire, c'est moins les religieuses qui n'ont pas le droit de sortir parce que bon, elles peuvent sortir notamment en fonction des tâches et de leur emploi dans le couvent, mais plutôt les personnes extérieures ne peuvent pas rentrer dans la clôture. Donc le couvent, il y a en fait c'est deux cercles concentriques, hein. C'est un couvent, c'est un premier mur avec des prés, des bois, une basse-cour, enfin voilà, de quoi faire vivre la communauté avec parfois des chambres d'hôtes, enfin des maisons extérieures où des gens de la famille, des religieuses ou des visiteurs, parfois ecclésiastiques, des prêtres. Il y a beaucoup de prêtres qui viennent, il y a beaucoup de moines aussi qui passent par les couvents. En fait, ils se déplacent beaucoup de couvent en couvent et puis ils prêchent. Voilà, donc il faut bien les accueillir. Donc il y a tout ce dispositif. Et puis il y a la clôture. La clôture, c'est le fait qu'on a divisé l'église quasiment en deux parties, avec une partie pour les religieuses qui sont un peu masquées derrière une grille. Le public peut souvent rentrer dans l'église pour assister aux offices, mais ne voit pas les religieuses qui sont un peu dissimulées. Et puis la clôture, c'est l'intérieur même du couvent, avec les couloirs, les dortoirs, ou les cellules. Et là, les religieuses ne sortent pas et les gens ne peuvent pas rentrer. Hein. Voilà, donc un mot couvent, c'est déjà le respect strict de la clôture. Or, ce qu'on voit, c'est que jusqu'au milieu du XVIIe siècle, on a encore beaucoup de couvents où en fait, il n'y a pas de clôture. C'est-à-dire, il n'y a pas de grille d'entrée, il n'y a pas de clôture, les religieuses sortent comme elles veulent, et puis voilà, les laïcs le font aussi. Et normalement, dans les couvents, il n'y a que les personnes royales et de très haut niveau qui peuvent passer la clôture. Hein. Sinon, si on n'est pas religieuse, on ne peut pas passer la clôture. Voilà. Et c'est la fameuse journée du guichet. Je pense que là, peut-être que ça évoque quelque chose à vos auditeurs. Cette fameuse journée du guichet où... Dont nous ne sommes pas loin en termes de date, puisque c'était un 25 septembre, Oui, c'est vrai. Oui, oui, tout mais à fait. 1609. Où Angélique Arnauld dit à ses parents, non, non, vous n'allez pas rentrer, alors que ses parents sont venus exprès pour la voir et que ses parents ont mis leur fille à la tête du couvent de Port-Royal. Là, on est au Champ, hein, du Port-Royal des Champs. Mais ils en sont aussi les bienfaiteurs. C'est-à-dire que le père fait des travaux, enfin fait faire des travaux de consolidation des murs, a refait faire des cellules. Enfin bref, il aide beaucoup ce couvent en termes pratiques. Hein, voilà. Et donc, ce sont des bienfaiteurs de ce couvent. Ils n'ont même pas le droit de rentrer. Hein. Alors, on tolérera que la mère d'Angélique rentre parce que c'est une femme et que donc on va tolérer qu'elle va rentrer. Ça, elle peut. Mais non, un homme ne rentre pas. Donc, c'était déjà le respect de la clôture. Après, c'est le respect de toutes, je dirais, les normes, les règles de vie et les normes alimentaires. Alors, les normes alimentaires, c'est énorme sous la plume d'Angélique Arnauld. Parce que j'ai fait ce travail avec l'aide d'Angélique, puisqu'elle a laissé des mémoires et puis qu'elle a écrit énormément de lettres. Alors, je ne vais pas rentrer dans le fait qu'il y a beaucoup de lettres qui sont déformées, caviardées, enfin bref. Mais on a quand même vraiment la quintessence de ce qu'elle pensait et de ce qu'elle pensait. Et puis, la réforme de son couvent, comme la réforme des couvents qu'elle a menée ailleurs, elle l'a faite en concertation avec des religieux, avec des prêtres qui l'ont aidée. C'est-à-dire que c'est vraiment une pensée, c'est pas simplement sa pensée à elle, c'est vraiment dans la concertation, ils ont réfléchi comment on faisait, etc. Et donc, il y a le respect des normes et le respect des règles alimentaires. Alors, règles alimentaires, ça l'obnubile, hein, ça l'obnubile, et on mange de manière frugale et on mange peu. Hein. Donc voilà, et on mange assez peu carné.
hein, voilà. Donc c'est notamment l'abstinence de viande qu'elle essaie de faire passer dans les couvents, qu'elle s'applique à elle-même. Et bon, ce dont je m'aperçois, c'est que selon les périodes, bon, bien sûr, quand on est en carême, c'est l'abstinence de viande, mais quand on n'est pas en carême, il peut y avoir quand même des aliments assez carnés. Sinon, leur régime alimentaire est à base de légumes, de pain et d'œufs. Voilà. Ils mangent des œufs à toutes les sauces, j'oserais dire. Et puis, la dernière chose, c'est le rythme de vie, la règle de vie. Donc, ce pourquoi l'ordre est fait. Si c'est un ordre contemplatif, si c'est un autre ordre, alors là, ce sont des cisterciens, hein, Angélique Arnaud, et c'est un ordre plutôt alors, c'est pas contemplatif, c'est un ordre qui loue Dieu à travers les messes et le service liturgique. Donc, on cherche à avoir surtout des belles voix pour bien chanter. Et ça aussi, ça revient beaucoup sous la plume d'Angélique Arnaud, parce que l'une des difficultés qu'elle aura dans un couvent qu'elle va réformer, c'est que les religieuses ne savent pas chanter. Et donc, elle chante, c'est très laid. Non seulement c'est très laid, mais c'est très faux. Donc, elle va essayer de trouver des trésors, elle a des trésors d'imagination pour essayer de voir comment on peut faire pour que la liturgie redevienne belle et soit harmonieuse. Donc, on loue Dieu, c'est l'objectif, hein, de la vie de ces religieuses. Mais dans d'autres couvents, ça peut être autre chose, hein, voilà. Et puis, il y a des ordres qui ne sont pas, je généralise, hein, il y a des ordres qui ne sont pas cloîtrés. Ça, c'est plutôt des gens comme François de Sales qui les promeuvent, notamment avec Sainte-Jeanne de Chantal, hein, qui promeut des ordres beaucoup plus tournés vers le service des pauvres. Et là, ils ont d'autres règles, mais qui doivent aussi être tout à fait respectées. Et je vais donner une dernière petite anecdote. Enfin, parmi les règles de vie, il y a aussi le fait de mettre tout en commun, hein. Et or, les religieuses, dans les couvents qui n'avaient pas été réformés, à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, avaient des choses à elles. C'est-à-dire que quand elles arrivaient, on avait besoin de dots. Donc elles arrivaient dotées par leurs parents, des dots qui étaient très inférieures aux dots qu'elles auraient données à leur mari si elles s'étaient mariées. Mais ces dots, c'était pour elles et ça restait pour elles. Et donc, elles achetaient des choses, elles pouvaient décorer leurs cellules quand elles étaient en cellule. Et puis, elles avaient des petits jardins, par exemple, où elles pouvaient recevoir du monde, donner la collation, etc. Donc, elles avaient véritablement une petite fortune à gérer. Et donc, à Port-Royal, eh bien, elle est arrivée à ce que, à un moment donné, une religieuse assez rétive lui a quand même donné la clé de son petit jardin et que finalement, tout est arrivé au pot commun, hein, y compris tout, hein, les vêtements, finalement la nourriture, etc. Voilà, donc c'est ça, être un bon couvent et être une bonne abbesse, c'est d'avoir rétabli tout ça. Puis être une bonne abbesse, c'est faire des recrutements qui sont des recrutements corrects, qui visent le but recherché, donc bien chanter, etc. Pour Angélique. Et puis, c'est arriver à avoir suffisamment de dons pour faire vivre le couvent. Et ça, Angélique Arnaud y arrive très bien. J'ajoute la dernière chose, donc faire des bons recrutements, avoir des dons, et puis gérer la vie quotidienne, mais là, gérer même du point de vue psychologique, parce que dans ces couvents, sont quand même des jeunes filles qui deviennent plus vieilles, et c'est un petit monde, hein, un tout petit monde. Donc, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de personnes oui, beaucoup de jalousie, je pense. Donc, il faut vraiment que la mère abbesse soit capable d'essayer de gérer les choses de sorte que toutes ces religieuses restent à leur place, qu'il n'y ait pas trop de jalousie, qu'il n'y ait pas de médisance, hein, qu'il n'y ait pas trop de choses qui permettent en fait à toutes ces femmes de vivre de manière euh, pas trop désagréable, parce qu'il faut quand même voir ce que c'est, hein, qu'une vie de couvent, j'ai même parlé de confinement,
hein, une vie de confinée quand au départ, Angélique arrive à Port-Royal-des-Champs. Port-Royal-des-Champs, c'est pas à Paris, donc c'est quand même très loin. En plus, ils avaient construit ça dans un vallon très humide. Il fait pas forcément très beau, il n'y a pas beaucoup de soleil. Enfin voilà, donc c'est plutôt déprimant. Et puis il y a des petites jeunes filles qu'on met là à l'âge de 10 ans, et puis pour toute leur vie. Euh, Franchement, il faut aussi que la mère abbesse soit capable d'éviter que tout le monde entre en dépression, hein. Alors, c'est vrai que j'ai un langage, là, quand je vous parle, assez Bien contemporain, sûr. mais la réalité, c'est ça, en fait, hein. La réalité, c'est que pourquoi il y avait eu aussi beaucoup de couvents qui s'étaient relâchés, mais c'est parce que c'est des vies qui sont quand même assez compliquées, hein. Alors, je vais quand même ajouter, là, au XVIIe siècle, c'est des vies qui sont rudes. À Port-Royal, c'est d'autant plus rude que les conditions sanitaires sont difficiles. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que Angélique Arnauld, à un moment donné, décide de venir à Paris, parce que ces religieuses meurent toutes, hein. Il y a du paludisme. Et c'est épouvantable, hein. La communauté, non seulement les religieuses, mais bon, il y a aussi des servantes. Il y a quand même tout un personnel qui aide au fonctionnement du couvent. Et bon, tous ces gens sont malades, donc bon, elle décide d'essayer de se rapprocher de Paris. En plus, on se rapproche, voilà, de la vie, de la vraie vie, donc elle le fait aussi, mais aussi parce que c'est compliqué. Maintenant, ces femmes, quand elles ont une bonne abbesse comme Angélique, qui est très indépendante, hein, très dissidente, et très indépendante aussi du pouvoir masculin. Ça, c'est aussi un autre thème, hein, qui est très présent dans l'ouvrage. Eh bien, elles ont une vraie indépendance, finalement, que ne leur donnerait pas la vie de femme mariée. Alors, il faut bien sûr qu'elles soient plutôt dans, dans les hautes sphères des couvents, hein, c'est-à-dire qu'elles aient une fonction d'animation ou une fonction véritablement de pouvoir, mais ça leur donne vraiment un pouvoir important. Voilà, parce que il y a toujours des évêques qui sont là et qui sont, ou alors un supérieur qui est là, mais finalement, le supérieur, il n'est pas là tout le temps, et ces femmes sont relativement indépendantes. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez Les Merdis de la Mémoire et j'ai le plaisir de recevoir Agnès Valk, qui publie chez Talandier une très intéressante et passionnante, même biographie, consacrée à Angélique Arnauld, qu'il faudrait presque appeler Jacqueline Arnauld, mère Angélique, puisque finalement, Angélique, c'est son prénom de religieuse, même si elle l'avait de toute façon dans ses prénoms, il me semble. Oui, mais c'est vraiment son prénom de religieuse, hein. On change généralement de nom quand on entre en religion. Et là, elle l'a choisi. Voilà, les auditeurs qui auront envie de lire mon livre verront pourquoi. Voilà. Alors, chère Agnès Valk, un auditeur emploie le mot de secte concernant le jansénisme. Vous avez dit au début de cet ouvrage que la mère Angélique Arnauld va faire du jansénisme finalement sans s'en rendre compte, et que c'est une lecture plus a posteriori qui sera portée sur la réforme qu'elle fait dans son couvent. Comment est-ce que on pourrait, faisons une parenthèse jansénisme justement, comment est-ce qu'on peut qualifier ce courant, mi-religieux, mi-politique, en tout cas aux conséquences politiques importantes, qui aboutira à la fois à sa condamnation et à la démolition de Port-Royal en 1713. Oui, alors je ne pense pas que ce soit une secte, parce qu'il n'y a au XVIIe siècle, hein, parce qu'il n'y a pas de volonté de se démarquer du clergé, je dirais, normal. Officiel, oui. Officiel, hein, il n'y a absolument aucune volonté, et tous ceux qui ont été
de près ou de loin liés au jansénisme, se sont toujours conformés aux diktats du clergé. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jansen aux Pays-Bas écrit l'Augustinus où il disserte sur est-ce que les hommes sont sauvés, est-ce qu'il faut une grâce efficace ou une grâce simplement, quelle est la nature de la grâce qui sauve l'homme? Est-ce que l'homme doit coopérer ou pas? Or, la difficulté, c'est que c'est déjà sur ce problème de la grâce que les protestants se sont démarqués des catholiques. Il y a d'autres choses, mais c'est quand même aussi sur ce problème de la grâce. Et quand Jansen écrit l'Augustinus, il dit, mais saint Augustin a dit que la grâce de Dieu était une grâce si puissante que finalement on pouvait être un homme avec tout plein de péchés et puis être sauvé, alors qu'un bon peut être... voilà. Donc ça redevient, on en revient un peu à la prédestination telle que Calvin l'avait définie. Donc tout ça est un petit peu... sans le soufre, on va dire, sans le soufre. Et puis, en France, c'est Saint-Cyran qui veut promouvoir les écrits de Jansen en disant, voilà, il a tout à fait raison, c'est une bonne lecture de Saint-Augustin qui nous dit que Dieu est absolu, qu'il est grand, qu'il est magnifique et que les hommes, on est tout petits et que effectivement, il vaut mieux faire des bonnes actions, ça ne peut pas faire de mal, mais que Dieu est tellement grand, tellement vaste, tellement insondable que de toute façon, c'est lui qui décide de tout. Et puis, la difficulté, c'est que, je schématise, hein, Louis XIII est un homme qui est extrêmement, là aussi, qui a très peur pour son salut et que Richelieu va inciter à faire une politique anticatholique et pro-protestante. Voilà, tout simplement pour défendre les frontières de la France et que la France est entourée de puissances catholiques, hein, notamment l'Espagne. Et donc Richelieu dit, pour essayer d'éloigner l'Espagne, les Habsbourg, etc., il faut qu'on s'allie aux princes protestants pour essayer de faire un bon équilibre. Donc, il y a des gens qui sont peut-être un peu plus malins, je ne sais pas, ou en tout cas moins regardants, qui s'appellent les jésuites et qui disent au roi, mais non, Saint-Augustin ne dit pas tout à fait ça, si vous alliez aux protestants, mais c'est différent, c'est de l'ordre de... Enfin, il y a deux ordres différents, il y a ce qui est politique et ce qui est spirituel. Enfin bref, ils essaient d'enrober pour ne pas faire peur à Louis XIII. Et les jansénistes, eux, ils n'en démordent pas. Hein, non, on n'a pas le droit de faire la guerre aux princes catholiques, c'est pas une bonne idée. Oui, il faut défendre le catholicisme avant tout. Oui, il faut vivre de manière extrêmement rigoureuse parce que sinon, c'est un mauvais signe qui vous dit que finalement, on n'est pas à l'image de ce que Dieu voudrait que l'homme soit, etc. Et donc, on en vient à l'idée que ceux qui défendent les thèses de Jansen sur Saint-Augustin, ce sont des ennemis de l'État. Et c'est comme ça qu'on en vient à condamner Jansen et certaines propositions qui sont, il y a 5 propositions, hein, et en disant finalement, on va essayer de les déclarer hérétiques, qu'elles le soient ou pas. Bon, elles le sont un peu parce que d'un point de vue théologique, c'est pas finalement très fondé, semble-t-il. Mais je vais en rester à la superficie. Donc, on condamne 5 propositions, mais j'espère, dans ce que j'ai dit, vous aurez compris que c'est avant tout une attaque politique.
hein. C'est simplement pour essayer de leur dire stop, arrêtez de nous dire qu'il faut défendre les puissances catholiques, arrêtez de nous dire qu'il faut être très 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 rigoureux moralement parce que ça fait trop peur et donc on ne peut pas vous suivre. En fait, c'est un petit peu ça. Et donc politiquement, Louis XIII qui est très influencé par Richelieu, est plutôt contre le jansénisme, et Richelieu va arriver à faire emprisonner Saint-Cyran sur des motifs complètement fallacieux, hein. On ne sait d'ailleurs pas tellement pourquoi il a été emprisonné. Et puis ensuite, cette politique continue à la mort de Louis XIII et à la mort de Richelieu. Mazarin et Louis XIV s'en emparent et ça donne la destruction de Port-Royal en 1713. Alors, ça passe aussi, et j'espère que mes auditeurs vont me suivre, par l'action de l'Assemblée du clergé. Il y a quelque chose en France qui s'appelle l'Assemblée du clergé, qui rassemble tous les hauts dignitaires de l'Église française, un peu comme l'Assemblée des évêques actuelle, hein, voilà. Et là, c'est aussi c'est l'Assemblée du clergé qui va commencer par demander un formulaire, et puis le roi va les soutenir parce qu'il est obligé de soutenir finalement son clergé. Et donc pendant tout le milieu du XVIIe siècle, enfin, dans les années 1650 à 1670, ça va être qui va l'emporter dans cette assemblée du clergé. Est-ce qu'on a des gens qui sont pro-jésuites, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt pro-jansénistes? Et puis ça va balancer plutôt vers les pro-jésuites, voilà, par l'influence de quelques prélats qui trouvent ça plus commode finalement. Et donc, je ne dirais pas que c'est une secte, parce que en réalité, certes, les jansénistes défendent une théologie qui est un petit peu acrobatique, mais qui, voilà, le souverain pontife a condamné les propositions de Jansénus, mais il s'est quand même fait tirer un petit peu. En tout cas, il a été sollicité moult fois, il en avait vraiment assez, et puis finalement, il a condamné parce que il voulait essayer d'éviter qu'il y ait des remous, hein, plus que sur le fond. En réalité, hein. Donc, il faut vraiment se dire que le fond, là, importe beaucoup moins que la forme, c'est-à-dire qui défend qui. Et finalement, on se rend compte que la réforme catholique ne passe pas par le jansénisme, hein. Elle reste dans un courant peut-être plus modéré, qui est plus jésuitique, et qui finalement convient mieux à l'ensemble des prélats, à l'ensemble de la curie, et sans doute aussi au pouvoir en place, parce que en étant plus modéré, on est plus, c'est plus facile de faire avec. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, Agnès Valk, c'est quand même frappant de voir que toutes les grandes figures associées à ce mot jansénisme, que ce soit Racine, Boileau, Pascal, ou donc la famille Arnauld, sont tous des personnages qui vont mourir au sein de l'Église catholique. Ils ne meurent pas hérétiques ou schismatiques, jetés dans une fosse commune. Ils meurent tous dans l'Église catholique. Ah oui, oui. Donc on ne peut pas parler de secte. Non, on peut pas. Non, ils ne sont pas hérétiques. Ils ne sont pas du tout hérétiques. Et d'ailleurs, ils sont je vais redire encore ça, assez peu jansénistes. Pascal n'est pas janséniste. Il est ami avec les jansénistes. Il a beaucoup de respect pour la théologie, notamment du petit frère d'Angélique Arnauld, dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelle le grand Arnauld, Antoine Arnauld, et qui va dogmatiser d'une certaine manière le jansénisme. Il écrit un ouvrage qui s'appelle « De la fréquente communion » en 1643. Et cet ouvrage est loué par l'ensemble du clergé français. Il dit des choses dans cet ouvrage qui sont, je dirais,
très, très simple. C'est contrairement à ceux qui voudraient que tout le monde aille communier tous les dimanches, que les religieuses communient 3 fois par semaine, etc. Il dit attention, le Saint-Sacrement, c'est quelque chose de vraiment tellement au-dessus de ce qu'on peut penser qu'il faut avoir beaucoup de respect quand on le reçoit. Donc il ne faut pas le faire n'importe comment. C'est simplement ça qu'il dit. Il dit pas plus. Alors, les détracteurs des jansénismes vont finir par dire oui, mais il refuse la communion à tout le monde. Non, 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 il dit simplement il faut vraiment que les prélats aient une action pédagogique envers la population et que la population sache vraiment ce qu'elle fait. Alors, la population ne va pas communier très souvent, hein, c'est 1 fois par an généralement, etc. Mais malgré tout, il faut que tout le monde soit pénétré de la grandeur de Dieu. C'est peut-être ça qui revient chez les jansénistes le plus, c'est la grandeur de Dieu. Et dans la Réforme catholique, il y a eu 2 lignes. Il y a eu une ligne où on a dit oui, les laïcs peuvent se rapprocher par leurs propres moyens de Dieu. Et puis il y a une autre ligne qui dit mais Dieu est tellement grand que ça c'est peut-être presque impossible. Donc il faut passer par une vie peut-être plus de privation pour y arriver. Et c'est cette ligne qui finalement n'est pas retenue parce que peut-être qu'elle ne peut pas convenir au plus grand nombre. En même temps, les jansénistes n'ont jamais prétendu que tout le monde devait vivre comme eux. Et Mère Angélique Arnauld, dans son couvent, a demandé à toutes les religieuses de faire comme elle, hein, de ne pas manger de viande, de ne pas sortir. Enfin voilà, des choses quand même assez difficiles. Il y a eu un moment, elle portait des cilices. Enfin bon, c'est des choses habituelles à l'époque, mais elle ne demande pas ça à toutes ces religieuses. Elle dit toujours qu'il faut proportionner les pénitences aux forces des gens. Voilà. Donc et puis ils aiment bien en fait, hein, les jansénistes aiment bien être un petit nombre. C'est pas pour ça qu'ils sont une secte, mais ils aiment bien voilà, être finalement peu nombreux. Alors, on parle de secte peut-être aussi, mais là on va se tourner vers la fin du XVIIIe siècle et XIXe siècle, dans la mesure où le Port-Royal ayant été persécuté et le jansénisme persécuté, il y a quand même beaucoup de curés jansénistes au XVIIIe siècle et il y a aussi des grandes familles, dans le prolongement de celle d'Angélique Arnauld, des grandes familles de parlementaires qui sont jansénistes. Et alors là, ils se réunissent ensemble et il y a vraiment là une cohésion qui est une cohésion contre le pouvoir royal et contre les autorités ecclésiastiques qui peut-être éventuellement faire ressembler à une secte. Voilà. Et même au XIXe siècle, il y a des îlots jansénistes qui restent. Alors dans certaines régions de France, par exemple en Bourgogne, voilà, il y avait pas, enfin voilà. Et puis dans certains quartiers de Paris, hein, mais c'est très sociologique aussi, hein, voilà. Et là, on peut peut-être parler de secte au moment où, autour du cimetière Saint-Médard, il y a des convulsionnaires. Peut-être que ça dit quelque chose à nos auditeurs. Mais ça, c'est vraiment une autre histoire, hein. Voilà. C'est sur le terreau janséniste. C'est un peu différent. Alors, vous avez parlé de Saint-Cyran. Je précise aux auditeurs qu'il s'agit de l'abbé de Saint-Cyran et que ce Saint-Cyran n'est pas saint. Oui. Il ne s'appelle pas Cyran. Mais Mère Angélique Arnauld, évidemment, peut un peu nous faire penser dans sa tentative de réforme et dans sa quête de l'absolu divin à Sainte Thérèse d'Avila. Or, il n'y a aucune procédure de canonisation concernant Angélique Arnauld. Oui, alors non, il y a eu au moment de sa mort une petite volonté d'essayer d'en faire une sainte et des mouvements populaires tout à fait spontanés et tout à fait authentiques où on s'approchait de son cercueil ou de son corps, voilà, bon, avec des reliques. On fabrique des reliques, mais c'est assez vite retombé. Alors, il faut dire que c'est une femme qui a, comme Sainte Thérèse d'Avila, vraiment une très grande aptitude au commandement.
c'est- elle serait actuellement une femme d'affaires, aguerrie, un manager. C'est vraiment une très forte personnalité et qui est excellente dans la gestion de la ressource humaine. Ça, c'est certain. Mais elle n'a pas laissé d'écrit spirituel. Hein. Donc, on peut pas. Elle ne dit rien. D'ailleurs, elle ne fait que dire qu'elle, elle n'y comprend rien, ce qui n'est pas vrai, qu'elle n'a pas le droit au chapitre, ce qui est un peu plus vrai parce que elle protège sa communauté. Hein. Quand elle commence à sentir que les attaques des jésuites contre les écrits de Jansen, les écrits de Saint-Cyran, les écrits de son petit frère, le grand Arnaud, que ces attaques se multiplient, ou contre Pascal aussi, avec toute la polémique que Pascal va instaurer en écrivant les provinciales au milieu des années 1650. Elle le dit fortement parce qu'elle veut protéger sa communauté religieuse pour que les ecclésiastiques ne viennent pas les mettre, disons, sous tutelle. Donc, elle dit, nous ne sommes que des femmes qui ne sommes pas éduquées, qui ne sommes pas des intellectuels, on n'y comprend rien. Ce n'est pas vrai, elle comprend tout, mais elle fait croire qu'elle n'y comprend rien. Agnès Valk, merci pour cette heure passée avec nous. L'émission a filé, mais les auditeurs se plongeront dans votre ouvrage, Angélique Arnaud, dissidente et janséniste, aux éditions Talendier, par Agnès Valk, historienne, inspecteur général à l'Éducation nationale. C'était un plaisir comme toujours. Merci beaucoup et chers auditeurs, à mardi prochain. Au revoir. Au revoir Anne.